Je suis né dans un village près de Tizi Ouzou, en Grande Kabylie. En 51, j'ai été envoyé en Indochine. J'ai fait Dien Bien Phu. Mon régiment a été fait prisonnier par les Viet Cong. À l'époque, j'avais des camarades français. J'ai appris beaucoup de choses à l'armée. Quand on a été libéré, je me suis installé en France. Je m'attendais à être reçu en héros. J'ai trouvé une chambre à Saint-Denis et un poste de manœuvre chez Renault. C'est là qu'a vraiment commencé ma formation politique. J'étais à la CGT. Il y avait beaucoup de militants à Renault. On se réunissait souvent pour organiser le soutien au MNA, le parti du Zaïm, le vieux Messel Hadj. La condition des frères en France n'était pas meilleure qu'en Algérie. Ici aussi, la discrimination, le racisme, l'indifférence. En Algérie, j'ai perdu ma sœur et un cousin. Un bataillon français avait fait une descente dans mon village. Les militaires français étaient sans pitié. Des cousins se sont fait torturer. Je ne supportais pas l'idée que mes frères mouraient en Algérie pendant que moi, j'étais en France, impuissant. Je suis soldat, vous comprenez? J'ai reçu une lettre de mon village. 2 de mes oncles avaient rejoint les maquis. Ils s'étaient engagés dans l'armée de libération nationale avec le FLN. C'est eux qui m'ont appris que c'était le FLN qui avait déclenché la lutte armée. J'ai décidé de rejoindre le Front de Libération Nationale. Le FLN voulait montrer aux frères immigrés qu'il était la seule force qui se battait au pays. Mais le MNA était bien installé. Il a fallu les affaiblir. En hiver 1957, j'ai rencontré Bouaziz. Il m'a tout de suite mis à l'épreuve. Le soir même, j'ai fait ma première mission. Je devais désigner un responsable MNA et l'exécuter. À Clichy, il y avait un patron de café qui organisait des réunions. On est parti à 3. Je ne connaissais pas les autres. On a attendu que la salle soit presque vide et on est entré. Le type m'a reconnu. Il a tout de suite compris de quoi il s'agissait et il a tenté de fuir. On l'a rattrapé, on l'a attaché sur une chaise. Mourad Zinaoui, vous avez été jugé coupable de diviser le peuple algérien et de collaborer avec la police française contre les frères du FLN, les seuls véritables militants de la cause algérienne. Le tribunal vous a condamné à mort. À partir de là, je suis entré complètement dans la clandestinité. L'organisation m'a fourni des faux papiers. Je changeais très souvent de domicile. On faisait beaucoup de missions. Je n'aimais pas vraiment le boulot, mais j'étais discipliné. Je suis devenu responsable sur Aubervilliers, La Courneuve, Pantin, Les Lilas, Noisy-le-Sec. C'est moi qui transmettais les ordres au groupe armé. Une fois qu'on avait éliminé les messalistes, ma priorité est devenue le quadrillage des effectifs, la collecte des cotisations. Comme les salaires étaient plus élevés ici, mes frères parisiens étaient très importants pour la lutte. Il a été nécessaire d'installer une discipline sans faille. Il fallait que tout le monde paye. L'argent servait à financer la lutte, aider les familles des moudjahidines et les frères les plus démunis. Il y avait aussi les comités de justice qui faisaient respecter la loi et décidaient de certaines sanctions, et les comités d'hygiène et d'action sociale. C'est un point très important. Il était interdit de se montrer sale. On voyait les ouvriers le dimanche en costume cravate, bien habillés. Tout ça nous a permis de vraiment créer un lien fort entre les militants et l'organisation. Tout le monde était impliqué. C'est le 25 août 58, vers 3 h du matin, que 2 des 39 bacs composant le dépôt pétrolier de Mourpiane prenaient feu à la suite d'une explosion provoquée par des mains criminelles. L'incendie ne tardait pas à se communiquer à 3 autres réservoirs et le soir, à 20h15, une formidable déflagration se produisait. Plusieurs bacs sautaient en même temps. Personnellement, ça faisait longtemps que je militais pour cette option. L'armée française, ils brûlaient nos collines au napalm, ils décimaient nos villages. Nous avons uniquement visé des infrastructures stratégiques. Aucune de nos opérations ne visait les civils. Pourtant, la réaction a été très violente. Papon, fraîchement arrivé d'Algérie, a organisé une répression sans pitié. On connaissait les horreurs qu'il avait dirigées dans la région de Constantine.
On s'attendait au pire. Dès le lendemain, la police a commencé des rafles massives dans les hôtels. Ils amenaient les frères au vélodrome d'hiver. En septembre 58, ils ont annoncé un couvre-feu pour les Algériens. Le comité fédéral a tout de suite décidé le boycott. Les frères devaient faire comme si de rien n'était. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Ils embarquaient vraiment tout le monde. Le transfert des cotisations devenait impossible, rien ne marchait. Les flics sont devenus très agressifs. On a reçu des rapports qui signalaient des cas de torture dans les bureaux de la DST. Très vite, ils ont ouvert le centre d'identification à Vincennes. Ils prenaient n'importe qui. Il y a eu des Marocains, des Tunisiens, des Italiens même, qui sont passés par Vincennes. Les flics raflaient même en civil. Ils amenaient des frères directement au bois de Boulogne ou près d'un canal pour les buter et les jeter dans la Seine. Ceux qui ont survécu sont venus témoigner. On ne pouvait pas laisser faire ça. Mais les décisions de représailles contre la police se prenaient au sommet. Un flic était ciblé que s'il en voulait aux Algériens, s'il avait commis des exactions, des tortures. Au début de l'année, les Harkis sont arrivés. Ils sont installés au fort de Noisy dans ma région. Ils faisaient des rafles en pleine nuit. Ils prenaient des gens dans les hôtels et les déplaçaient de l'autre côté de la ville. Les frères suspects étaient emmenés dans les caves pour des séances de torture. Là, ça pardonnait pas. Quand quelqu'un passe entre les mains des Harkis, soit il ressort comme un cadavre, ou alors il est dans un état lamentable. Ils ont fait beaucoup de mal, les Harkis. Nous, on leur tendait des embuscades. Avec les traîtres, on faisait pas de pitié. Un jour, Ismaël, mon responsable, il n'est pas venu au rendez-vous. Il a disparu pendant plusieurs jours. Maurice nous a réunis et nous a dit de changer de planque, d'identité, tout ça. Et en même temps, il m'a désigné à sa place comme chef de zone. On a appris pour Ismaël plus tard. Il était dans le 18e. Les Harkis ont fait une rafle monstre. Ils ont pris tout le monde. Peut-être qu'ils ont trouvé des papiers sur lui ou quelque chose. En tout cas, on l'a jamais revu. Nous, on avait reçu l'ordre de ne pas faire de représailles. En juillet, après les premiers pourparlers d'Évian, une trêve a été décidée, mais la France n'a pas respecté. Les Harkis organisaient des descentes partout dans Paris. Les frères se plaignaient. Ça devenait insoutenable. On a dû reprendre les attentats. Le 5 octobre, il y a eu le deuxième couvre-feu. La dernière fois, on avait fait comme si de rien n'était, mais là, les flics, ils étaient à cran. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait rien faire. On a transmis la situation à nos supérieurs. Le 10, on a reçu les directives. Le GPRA avait décidé de l'organisation d'une manifestation pacifique, prévue pour le 17 octobre, à laquelle tout le monde devait participer. C'était très clair. Personne ne devait être armé. Nous, le 17, on n'avait pas le droit de sortir. À partir de la régionale, on n'avait pas le droit de participer. À l'époque, je louais une chambre à Montreuil chez un couple de retraités. J'ai passé toute la journée là-bas. J'ai suivi toute la manifestation par la radio. Le jour même, il y avait une grève des transports. Il devait être midi quand j'ai entendu sur Europe 1 que des Algériens avaient commencé à manifester dans le quartier de la gare Saint-Lazare. Ils annonçaient déjà que la manifestation était prévue pour 18h, mais sans l'effet de surprise, on allait au désastre. Les gens attendaient cette directive parce qu'ils en avaient marre de rester cloîtrés dans leur chambre. Ils sont sortis comme pour une fête. Ça a été un massacre. J'ai appris le lendemain ce qui s'était passé par la presse, comme tout le monde. Des milliers de frères avaient participé. Les journalistes parlaient de coups de feu, mais ça pouvait être que la police. Ils ont tiré sur les cortèges remplis de femmes et d'enfants. Le journal annonçait 11 000 arrestations et ça continuait. Certains des responsables avaient été arrêtés. On s'attendait à une répression dure, mais là, c'était vraiment un carnage.
Le GPRA pensait peser sur les négociations en montrant que le peuple était avec nous. D'après moi, on aurait pu éviter ce massacre. Le lendemain, on a quand même appliqué les ordres. Le comité fédéral avait prévu une grève des commerçants. On a envoyé des GA faire respecter la consigne, mais la police était au courant. Ils faisaient ouvrir les cafés et les épiceries de force. La plupart refermaient leurs boutiques dès que les flics étaient partis. On a dû punir les autres. On a maintenu l'ordre de boycott du couvre-feu. Les frères devaient continuer à sortir le soir. Le 20, les sœurs ont manifesté partout en France. Elles sont sorties alors qu'elles avaient vu leur mari revenir blessé. Heureusement, il n'y a pas eu de violence. Après, les rafles se sont intensifiées. J'ai lu des rapports de gars qui se faisaient rafler chez eux. La police avait vu un non-musulman sur l'interphone, alors ils sont montés. Ça a continué comme ça, pendant bien 2 semaines. La répression aveugle, les coups, les insultes, tout ça n'a pas entamé la détermination du peuple algérien. Bien au contraire, tout le monde était derrière nous. Le peuple est resté solidaire jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance. Je suis rentré en Algérie en septembre 1962.